Une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, nous allons faire un petit cours de géographie fluviale. Car finalement, pour étudier les diverses problématiques, soit on parle des États, ou des économies, ou de l'environnement, ou encore de l'urbanisation, ou de la guerre, mais finalement très peu de la géographie physique et comment celle-ci structure les modes de vie et même certaines politiques nationales. Donc nous allons aujourd'hui prendre le cas de figure de ce grand fleuve européen qu'est le Danube. Voici une carte de l'Union européenne en 2003. Les élargissements successifs entre 2004 et 2013 ont non seulement déplacé vers l'Est le centre de gravité de l'Union, mais ils ont également redonné de l'importance au Danube, un immense fleuve souvent oublié parce que en partie soviétisé pendant presque 70 ans. Le Danube prend sa source dans la petite ville de Donaueschingen en Allemagne et se jette 2800 km plus loin, dans la mer Noire, entre l'Ukraine et la Roumanie, après avoir traversé 10 pays. Et au fil de son cours, on distingue trois types de paysages, le Haut Danube, le Danube moyen et le Bas Danube. Le Haut Danube, qui court au fond d'un lit étroit, comme à Friedingen dans le Bade-Württemberg, mais aussi encaissé dans les vallées telles la Nibelungen, c'est bien celle de l'Anneau du Nibelung de Wagner, ou encore à Vienne, en Autriche. À partir de Bratislava, en Slovaquie, le fleuve s'élargit, il traverse Budapest, la capitale de la Hongrie, avant de continuer son cours entre les plaines fertiles de Pannonie et de Slavonie. Le fleuve traverse ensuite Belgrade, la capitale de la Serbie, et enfin, le défilé des portes de fer marque la percée du fleuve dans les Carpates et la fin du Danube moyen. Enfin, il y a le bas Danube, entre la plaine de la Valachie et de Ludogorets. Le fleuve bifurque alors vers le nord, avant de former l'un des plus grands deltas d'Europe sur la mer Noire. En drainant des affluents qui viennent de 19 pays, son bassin est immense, quelques 800 000 km², ce qui équivaut à 20% du territoire de l'Union européenne et une population de plus de 100 millions de personnes, soit l'équivalent de 20% de la population totale de l'Union européenne. C'est le fleuve le plus partagé au monde, ses eaux sont très sollicitées, tant pour la production électrique que pour la navigation. Donc allons voir de plus près. Regardez cette carte des barrages hydroélectriques établis par la Commission internationale de protection du Danube, basée à Vienne. Une majorité des barrages est en amont du fleuve, sur les territoires allemands et autrichiens, aidés par leurs reliefs alpins. Il faut savoir que l'Autriche tire du Danube près de 60% de l'électricité qu'elle produit. En aval, le Danube est partagé entre plusieurs États. Les barrages sont beaucoup moins nombreux du fait de la difficulté de coopération entre les pays. Alors nous allons prendre l'exemple du barrage de Gabčíkovo entre la Slovaquie et la Hongrie. À cet endroit, le Danube forme la frontière entre les deux États. Un projet de centrale hydroélectrique et d'écluse avait été décidé du temps de l'amitié socialiste entre les deux pays en 1977, et après la chute du mur, le nouveau gouvernement hongrois a refusé de poursuivre le projet en raison des risques écologiques. La Slovaquie donc a porté seule le projet et réclame aujourd'hui des compensations financières du fait du retrait de la Hongrie. Budapest, de son côté, dénonce un captage des eaux du fleuve et des conséquences environnementales majeures. Et malgré une médiation européenne et un jugement de la Cour internationale de justice, les deux États ne sont toujours pas parvenus à un accord. Eh bien, cette non-coopération entre pays est également flagrante si l'on s'intéresse maintenant à la question des ponts. Les franchissements du Danube sont majoritairement concentrés sur la partie austro-allemande du fleuve, où l'on trouve 2/3 des ouvrages, soit 77 ponts, sur les 118 que compte le fleuve. Et en aval, la Bulgarie et la Roumanie, qui partagent 1000 km de frontières communes le long du Danube, n'ont que 2 ponts pour assurer les franchissements. Maintenant, qu'en est-il de la navigation ? Le Danube est presque entièrement navigable sur la quasi-totalité de son cours, depuis Kelkheim en Allemagne, jusqu'à son embouchure dans la mer Noire, au phare de Sulina.
À partir de Belgrade, sa largeur et sa profondeur permettent au Danube d'accueillir des convois jusqu'à 27 000 tonnes, soit bien plus que le Rhin, où les convois sont limités à 18 000 tonnes. Le trafic est réparti de manière relativement homogène entre les différents régimes du fleuve: 9 millions de tonnes sur le haut Danube, 11 sur le moyen Danube et 13 millions sur le bas Danube par an, soit en tout 33 millions de tonnes de trafic annuel moyen. Et en fait, c'est faible en comparaison avec le Rhin. Ce dernier transporte annuellement 300 millions de tonnes de marchandises, alors que sa longueur navigable est 3 fois moins importante que le Danube, soit 880 km contre 2400. Et de plus, le Danube voit son trafic diminuer. En 1980, le trafic de marchandises était de 90 millions de tonnes et en 2012, il n'est plus que de 33 millions de tonnes. Eh bien, pourquoi cette diminution? D'abord, il y a un manque d'entretien du fleuve, surtout dans la partie du bas Danube. Faute de dragage, les chenaux s'ensablent et deviennent impraticables, car il faut un minimum de 2,50 m de profondeur pour que les barges et les convois puissent circuler. Il y a ensuite les épaves qui datent de l'époque soviétique, qui n'ont pas été mises hors d'eau et qui rendent la navigation dangereuse, particulièrement dans le port de Galatie et dans le delta du Danube. Ensuite, on constate un manque d'infrastructures portuaires d'envergure, les navires sont très souvent vétustes, et puis il y a l'insécurité. Les barges sont régulièrement victimes de pirates et de vols lors de leurs accostages. Et cette insécurité, par exemple, a eu raison du transport des automobiles produites en Roumanie, dans les villes de Pitești et Craiova, et qui étaient autrefois acheminées en Suisse et en Allemagne via le fleuve. Eh bien, ce sont désormais les transports routiers qui ont remplacé la navigation. Alors, avec toutes ces difficultés de navigation, les cargaisons transitant par les ports danubiens sont à faible valeur ajoutée, en majorité des produits céréaliers. Résultat, seulement 10% de la capacité de transit du fleuve est utilisée. Et pourtant, un port comme Constanta, situé en Roumanie sur la mer Noire, a de très nombreux atouts. C'est le port le plus important de la région, et contrairement aux ports bulgares de Varna et Burgas, il est relié au Danube par un canal de 64 km. Donc il présente un fort potentiel de croissance. Parce que d'abord il y a la géographie. Constanta est proche du marché centre-européen. On peut se rendre à Rotterdam en partant du port roumain par le Danube, puis le Main et le Rhin. Et pour relier le canal de Suez à Rotterdam par ce trajet, il faut 4500 km contre 6500 km en passant par le détroit de Gibraltar. Le port roumain est donc bien placé pour réceptionner les containers venant de Shanghai, autant que les supertankers du Golfe Persique, tout en exportant produits agricoles et matières premières vers les pays émergents. En plus de la géographie, il y a la conjoncture. Le conflit en Ukraine a détourné une partie du trafic de la mer Noire des ports ukrainiens vers les ports roumains et bulgares. Donc, question, comment faire pour développer le trafic fluvial sur le Danube? Aujourd'hui, la majorité des États riverains sont membres de l'Union européenne. Donc la Commission européenne, en s'appuyant sur les fonds structurels européens, le FEDER, a proposé aux pays traversés par le Danube des objectifs précis. D'abord le retrait des épaves, le renouvellement de la flotte pour parvenir à une augmentation du trafic de marchandises de 20% d'ici 2020. Et puis des objectifs environnementaux, car le Danube est riche en biodiversité et malheureusement victime de pollution de grande ampleur. Vous voyez ici la carte des principaux sites pollués. Ces pollutions s'expliquent par des infrastructures en mauvais état, comme lors de la catastrophe de Baia Mare en 2000. Un barrage contenant de l'eau cyanurée avait rompu, déversant 100 000 m3 de mélange toxique dans la Tisa, un affluent roumain du Danube, dévastant de nombreuses espèces de poissons et menaçant l'approvisionnement en eau en Hongrie et dans les autres pays voisins. Une autre catastrophe a eu lieu en 2010 en Hongrie. À Aska, une retenue de résidus toxiques venant de la production d'aluminium s'est effondrée. Alors une coulée de boue rouge s'est répandue dans un affluent du Danube, puis a rejoint le Danube, entraînant ainsi une pollution dans les pays riverains. Il y a aussi un déficit d'investissement dans la lutte contre les inondations et les crues, dont vous voyez la carte des risques.
Donc il faut renforcer les digues pour protéger les zones inondables, d'autant plus que les inondations devraient se multiplier du fait du dérèglement climatique. On est donc face à plusieurs paradoxes. Le Danube est un fleuve presque entièrement navigable sur la quasi-totalité de son cours, et pourtant il n'est que faiblement utilisé, et même de moins en moins, puisque le trafic de marchandises diminue. En 1980, il était de 90 millions de tonnes, et en 2012, il n'est que de 33 millions de tonnes. Ensuite, ce fleuve est profondément transeuropéen, et pourtant les États danubiens l'utilisent avant tout comme une ressource nationale. Les projets voient le jour uniquement à l'initiative des États riverains. Donc il y a une sorte de double défi pour l'Union européenne. D'abord que ce Danube devienne un levier d'intégration entre les États membres de l'Europe médiane, et ensuite essayer de transformer ce fleuve en autoroute fluviale transeuropéenne pour concurrencer le transport routier afin de réduire d'autant les émissions de CO2 liées aux camions. Alors vous pouvez lire Danube de Claudio Magris dans la collection Folio de chez Gallimard. L'écrivain italien descend le fleuve depuis ses sources dans la forêt noire jusqu'au delta. L'écrivain se fait sociologue, anthropologue, historien, géographe. C'est absolument passionnant. Et puis, si vous êtes cycliste, vous pouvez lire En roue libre de l'Atlantique à la mer Noire. C'est un livre de Michel Bonduel aux éditions Ouest France. Vous pouvez ainsi parcourir toute l'Europe à vélo sur la piste Eurovélo 6, une piste cyclable transeuropéenne. Et c'est un véritable hymne à l'unité et à la rencontre entre Européens à vélo.